Bonjour à toutes et à tous. ANCTV est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça vous concerne. Ça vous concerne est une émission trimestrielle proposée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Une émission qui se veut informative, pratique et puis aussi propice aux échanges d'expériences. Après notre numéro de janvier dernier sur la cybersécurité dans les petites communes, aujourd'hui, on va se mettre un peu au vert parce qu'on vous propose un sujet sur le patrimoine paysager, sur l'approche paysagère dans les projets de revitalisation. En effet, les maires, les présidents d'intercommunalités sont aux manettes pour conduire l'aménagement de leur territoire. Mais quelle place donnent-ils à l'approche paysagère dans leurs projets ? Quel est l'intérêt de l'intégrer à leur stratégie de développement territorial ? Quels sont les enjeux? Quelles sont aussi les aides, les dispositifs, les ressources possibles? Nous allons en discuter tout de suite avec nos invités. Nous accueillons aujourd'hui Nelly Thibault. Vous êtes directrice Action Cœur de Ville pour la ville de Niort, ville de 59 000 habitants dans les Deux-Sèvres. Bonjour madame. Bonjour. Nous accueillons Emmanuel Bonny qui est en duplex depuis la ville de Villeurbanne. Bonjour Emmanuel Bonny, vous êtes chargé de développement territorial du quartier prioritaire Saint-Jean à Villeurbanne et dans le Rhône. Je veux dire que je n'ai pas de son. Ah, je n'entends pas ce que vous dites. Madame Bonny n'a pas de son, donc on va régler ça. Alors je vous présente, vous êtes Madame Bonny rattachée à la direction égalité sociale et territoriale de votre ville, donc Villeurbanne. Nous avons autour de la table Carole Ropars, qui est responsable environnement et aménagement à l'association Intercommunalité de France. Bonjour madame. Bonjour. Votre association rassemble environ 1000 collectivités. Elle est aussi au conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous avons aussi avec nous Alexandre Giuglaris, qui est secrétaire général de la Fondation du patrimoine, fondation partenaire de notre programme Petite Ville de demain. Bonjour monsieur. Bonjour. Et enfin avec nous, Jean Guilloni, qui est directeur adjoint du programme Action Cœur de Ville, le programme de l'ANCT. Bonjour Jean. Bonjour. Et vous qui êtes derrière votre écran, surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par chat, puisqu'en fin de séquence, en fin d'émission, il y aura un moment de questions-réponses pour pouvoir vous apporter des précisions. Alors, nous arrivons à notre première séquence en bref. Et pour commencer, on va préciser de quoi on parle. C'est quoi le patrimoine paysager ? C'est quoi l'approche paysagère? Alexandre Giuglaris, la Fondation du patrimoine a 25 ans d'expérience derrière elle et elle intervient très régulièrement auprès des collectivités. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que sont ces notions de patrimoine paysager et d'approche paysagère? Alors effectivement, la Fondation du patrimoine, depuis 25 ans, accompagne un certain nombre de collectivités territoriales dans leurs projets d'aménagement urbain, je dirais, puisque ça permet de lier paysage, aménagement du territoire et patrimoine, évidemment. En 25 ans, on a accompagné plus de 38 000 projets dans quasiment une commune française sur deux, donc on a un peu d'expérience dans le domaine. Et en fait, je ne répondrai pas de manière théorique à votre question, mais plutôt pratique. Quand on pense par exemple au château de la Loire, quand on pense au Terril, dans la région des Hauts-de-France, quand on pense au Marais Poitevin, on comprend la logique qu'il peut y avoir entre le patrimoine bâti et le patrimoine naturel, qui sont pour nous inséparables et qui correspondent à des projets de territoire que portent les élus. Donc, pour répondre quelque part à votre demande, qu'est-ce qu'on peut définir comme un espace paysager, comme un espace patrimonial paysager? Eh bien, je vous dirais que c'est essentiellement la réponse qu'apportent soit des mobilisations citoyennes, soit des volontés politiques de définir ce qui fait patrimoine, ce qui est un bien commun à protéger, à transmettre, à préserver ou à restaurer. D'accord. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que le patrimoine paysager implique autant les collectivités, les élus, que les habitants. Absolument. Alors, justement, on parle des élus. Nous allons voir un petit sondage qui a été fait auprès de 1400 élus l'an dernier. Ça a été réalisé par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, avec l'appui de l'ANCT, du CEREMA et puis de l'Association des maires de France. Et c'est un sondage qui est repris, une enquête qui est reprise dans leur rapport tout récent, là, publié en février 2022,
un rapport qui s'appelle « Sensibilisation et formation des élus locaux à l'approche paysagère ». Et on va avoir les résultats qui vont s'afficher, de voir quelques chiffres clés qui nous donnent un petit peu un aperçu de la manière dont les élus conçoivent le patrimoine paysager. Quand on leur parle patrimoine paysager, 65% des élus pensent d'abord cadre de vie et seulement 11% pensent projet de territoire. 64% des élus estiment que si le paysage évolue, que ce soit en bien ou en mal, c'est du fait des aménagements humains, donc de l'urbain aussi, de l'urbanisation. 51% des élus pensent solliciter les services et les agences de l'État pour répondre aux défis du paysage dans leur commune. Et 52% des élus ressentent le besoin de renforcer leurs compétences sur le paysage avec des nuances selon qu'ils sont élus urbains, élus périurbains ou élus en territoire rural. Carole Ropars, ces données-là, notamment que les élus pensent d'abord cadre de vie avant de penser projet de territoire à travers le patrimoine paysager, c'est aussi ce que vous constatez chez les élus à Intercommunalité de France ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les élus d'Intercommunalité de France sont très attachés au cadre de vie. Et quand ils pensent cadre de vie, je crois qu'ils pensent beaucoup paysage, hein, comme vous venez de le dire. Donc, je suis tout à fait pas du tout étonnée de ce résultat. La qualité du paysage et du cadre de vie, elle a vraiment toute sa place dans les projets des élus. On peut le remarquer, par exemple, dans les PLU, avec la place importante qui est faite sur la préservation, les éléments remarquables du paysage qui sont identifiés pour être protégés, sur les normes qui sont déterminées pour assurer la préservation et une bonne qualité des constructions nouvelles. Mais plus largement, effectivement, le paysage, c'est aussi quelque chose qui peut être appréhendé pour être insufflé dans toutes les politiques publiques. Et ça, c'est par exemple l'exemple de Blois-Aglopolis, qui a cette ambition depuis déjà plusieurs années. Quand vous suivez la concertation qui est faite autour d'un projet de territoire, vous vous apercevez que les habitants sur le volet paysager se saisissent quand même assez bien de cette thématique, assez volonté de cette thématique. Et je crois qu'on peut en déduire qu'il y a un lien fort. Enfin, ça révèle aussi le lien fort qu'on connaît entre identité du territoire et paysage. Vous savez qu'il y a eu, dans le cas de tous les débats qu'on a eus là sur la mise en œuvre du zéro artificialisation nette et qui vont se produire, il y a eu une préoccupation forte exprimée par les territoires ruraux de ne plus pouvoir faire d'extension urbaine et de devoir, pour pouvoir continuer à se développer, densifier. Et je crois que c'est important que dans ce cadre-là, pour permettre le développement des territoires avec moins de consommation d'espace, d'arriver à identifier dans les espaces urbanisés ce qui, dans le paysage, auquel les habitants sont très attachés, peut évoluer et ce qui doit être préservé. Et ça peut donner une ligne de conduite sur comment le paysage peut évoluer et s'adapter aux nouveaux enjeux dont on pourra parler à travers les autres exemples. Ensuite, sur le paysage, on peut donner aussi l'exemple de la Haute-Vallée de Chevreuse, avec un plan paysage et biodiversité qui font du paysage vraiment un élément moteur de l'attractivité du territoire. D'accord, ben merci pour ces précisions. Jean Guilloni, on parle d'identité, on parle de transformation et on a vu ce que les élus ressentent quand on les enquête sur ce thème-là. Est-ce que cette vision vous semble refléter aussi la position des communes Action Cœur de Ville ? Eh bien, oui, avec les villes moyennes, on a un bon poste d'observation puisque c'est toute une trame urbaine française très représentative de la diversité du paysage français. Justement, c'est cette diversité sur laquelle on est en transition. C'est-à-dire qu'il y avait encore un tropisme végétal un petit peu dans l'approche du paysage, un tropisme décoratif. Je crois qu'on est en train de prendre conscience de la diversité du paysage, y compris chez les élus, y compris chez les techniciens, y compris chez les habitants. Il y avait aussi un tropisme naturel. Or, tout paysage est anthropisé, il faut le rappeler. Les climats de Bourgogne ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les climats de Bourgogne, c'est éminemment anthropisé. C'est un paysage fabriqué... Avec l'intervention de l'homme. Fabriqué par l'homme. Voilà, donc il y a toujours un rapport à l'histoire humaine du lieu. Et toute forme urbaine, toute forme territoriale est un paysage. Et dans les villes moyennes en particulier, on a encore des dilemmes entre, je dirais, un paysage choisi et un paysage subi.
C'est-à-dire que vous avez une partie du paysage qu'on ne veut pas offrir à la vue encore, ou qu'on hésite à offrir à la vue, ou même qu'on veut soustraire à la vue. Ça va être celui de la désindustrialisation dans les cœurs de ville des villes moyennes. Ça va être également celui d'un patrimoine bâti ancestral, mais qui n'est pas classé, qui n'est pas inscrit, qui n'est pas particulièrement remarquable, mais qui fait l'identité de la ville. L'habitat en lame de parquet de Bayonne, l'habitat en immeuble un petit peu haut comme ça, de Grasse, etc. Enfin, donc il y a encore besoin de se réapproprier tout ce paysage, de ne pas le subir, et de le se réapproprier partout aussi. C'est-à-dire que vous avez du paysage en entrée de ville. Ce sur quoi exactement, et ce sur quoi nous essayons aussi d'avancer, c'est l'idée de se dire on ne fait pas du paysage à un endroit parce qu'on arrête d'en faire à un autre ou qu'on oublie d'en faire à un autre. Le paysage est partout, donc c'est un élément de travail du projet urbain partout. Globalement, ce que je peux vous dire sur les villes moyennes en France, c'est que, et en particulier grâce à l'Action Cœur de Ville ces dernières années, mais c'est qu'on a une augmentation quand même de l'appropriation de toutes les formes de paysage. Le paysage industriel, le paysage artisanal, les paysages agricoles, les paysages de friche même. Enfin, donc il y a un peu une extension du domaine du paysage. Et vous avez aussi une augmentation de projets qui témoignent que le paysage va être un levier de projet. C'est-à-dire que dans de plus en plus de villes, à partir du paysage, c'est un levier de projet et c'est un levier d'attractivité. J'étais hier avec un promoteur qui me disait on est allé à Vichy, on n'y croyait pas trop au départ en y allant, on s'est aperçu que le maire avait fait un travail sur sa forme urbaine, sur son paysage urbain, etc., absolument fantastique. Ça nous a convaincus. Donc le paysage devient un levier, et en particulier sur les berges, mais j'y reviendrai plus tard, avec les berges de Seine qui sont un élément de reconquête en ce moment du paysage un peu partout en France. D'accord. Mais merci pour ces précisions. On voit donc que les élus associent beaucoup le patrimoine paysager à l'identité de leur territoire, à l'identité de leur commune, que pour les habitants, ça fait partie du cadre de vie. Mais ce n'est pas encore toujours envisagé comme un levier, comme un outil, vous le disiez Jean, pour le développement du territoire. Nous allons voir pourtant que c'est bien ce qui s'est passé et dans les villes de Niort, et dans la ville de Niort, et dans la ville de Villeurbanne, avec nos invités dans quelques instants pour notre partie qui vient tout de suite, les enjeux. Alors, avant de découvrir comment les villes de Niort et de Villeurbanne ont travaillé leur patrimoine paysager, on va faire un petit arrêt dans la Creuse avec un détour par Bénévent-l'Abbaye, qui est une petite ville, petite commune de notre programme Petite Ville de demain. Bénévent-l'Abbaye a joué la carte de son patrimoine historique, architectural et aussi de son patrimoine paysager pour en faire un levier de son développement local. C'est aussi un axe de revitalisation qui est soutenu par Petite Ville de demain. Et puis, on va voir ce qui a été fait sur place. Et il faut savoir aussi que Bénévent-l'Abbaye fait partie des petites cités de caractère. Et vous allez voir que Bénévent en a du caractère. Bénévent-l'Abbaye, dans le département de la Creuse, a comme particularité d'être très éloignée des grandes métropoles. Une situation qui oblige la petite cité de caractère à se battre pour maintenir ses commerces, des services et attirer des touristes. La politique menée par la municipalité passe en premier lieu par la revalorisation du patrimoine. Pour conserver une unité dans la ville, la VAP impose le maintien d'une activité commerçante au rez-de-chaussée des maisons. La revalorisation du patrimoine est aussi un moyen d'attirer dans la ville des touristes et donc de faire vivre l'économie locale. Outre l'enfouissement des réseaux, la création d'un parc paysager ou encore de jardins suspendus en bordure des remparts, la communauté de communes a investi dans un Cénovision. Ce parcours spectacle, qui utilise les techniques du théâtre et du cinéma, attire près de 10 000 visiteurs par an. Bénévent-l'Abbaye est une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, une thématique qui a inspiré la rénovation de la place de la République. Et pour accueillir les touristes, l'ancien EHPAD a récemment été transformé en hôtel. L'établissement propose également une offre de camping. Et pour soutenir l'artisanat, Bénévent-l'Abbaye a décidé de mettre à la disposition d'artisans d'art un bâtiment de l'ancienne abbaye. Voilà, nous venons
de voir les réalisations très inspirantes de la petite commune Bénévent-l'Abbaye, qui joue un rôle de centralité sur son territoire rural. Nelly Thibault, à Niort, vous aviez une autre problématique totalement différente. Qu'est-ce qui était en jeu et quels étaient les objectifs de la ville de Niort quand elle s'est saisie de la démarche paysagère en 2014 ? Alors, c'est vrai que la ville de Niort est avant tout dans un parc naturel régional, le parc du Marais Poitevin. Donc, elle détient à cela une responsabilité tout à fait singulière dans la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Donc, c'est vrai, cette friche industrielle de 2 hectares en plein centre-ville, qui avait cadenassé le rapport au fleuve, a pu être d'abord achetée par la ville de Niort, plus avant, et donc de s'emparer de ce sujet-là pour faire un vrai projet de centre-ville, et de rapporter la nature et le Marais Poitevin en plein cœur de ville. Donc c'était un atout, une chance que la collectivité s'est saisie. Et un projet a été mené à bien, qui commence à faire ses preuves aujourd'hui, pour permettre de ramener la biodiversité ordinaire, surtout. Pas de bavardage. Un projet simple, naturel, avec une gestion tout à fait classique, travailler sur les îlots de chaleur, travailler sur justement la préservation du patrimoine industriel, mais le reconsidérer aussi dans une modernité. Je pense que c'est ce qui est intéressant pour justement combiner avec un deuxième enjeu qui est en quoi ça participe à au renouveau du centre-ville, au renouveau de la ville, à un retournement d'image aussi, par rapport à des nouvelles activités, une nouvelle offre qui n'était pas disponible en centre-ville, culturel, tourisme, découverte du territoire, avec en parallèle la mise en place du label Pays d'Art et d'Histoire, la mise en navigabilité de la Sèvre, qui était un autre projet porté par le Parc naturel et l'Institut de bassin de la Sèvre niortaise, revendiquer la nature en ville, revendiquer le fleuve. Et donc, au-delà du paysage, c'est aussi, je pense, une histoire de géographie. On revendique la géographie quand on revendique son fleuve. Et c'est vrai que le paysage, il a plusieurs échelles. Il y a quand on vient fouler la pousse d'une manière tout à fait naturelle, profiter d'un îlot de chaleur, et puis en même temps revendiquer qu'on appartient à un territoire. Et c'est en cela aussi que le paysage, je trouve, c'est donner une dimension qui est essentielle dans notre rapport à la ville, et ça permet une appropriation de la population, revendiquer aussi quelque chose de beau, pourquoi pas, dans les paysages. Et voilà, ça s'installe tranquillement et durablement. Voilà. Et ça a permis de tisser les liens, donner une épaisseur au centre-ville, ça c'est indéniable, et revendiquer l'entrée de ville par le port. D'accord. Parler d'entrée de ville, mais voilà. D'ailleurs, le projet a eu un prix, entrée de ville par le port, puisque c'est une autre manière de voir la ville à travers son fleuve. Donc dans ce travail-là, il y avait l'approche biodiversité, reconquête des berges de la Sèvre, retourner la ville et rouvrir cet espace au public, et aussi de l'activité économique. Vous aviez indiqué de favoriser le tourisme fluvial notamment. Voilà. Bon, ça, on voit que l'approche paysagère est assez globale et qu'elle permet d'intégrer tous ces champs d'action et que l'économie n'en est pas exempte. C'est aussi à Villeurbanne ce qui a un peu guidé votre action, je crois, dans le quartier prioritaire de la politique de la ville Saint-Jean, Emmanuel Bonny. Avant de vous avoir tout à l'heure en duplex, on va regarder un reportage vidéo qui a été réalisé à Saint-Jean par notre partenaire Lanru sur ce quartier qui est en plein renouvellement urbain. En effet, Saint-Jean, il faut le savoir, a été lauréat de Quartier Fertile. Elle fait partie des 100 lauréats nationaux Quartier Fertile, qui est un appel à manifestation d'intérêt conçu par Lanru pour favoriser l'agriculture urbaine. On regarde la vidéo. Bienvenue à Saint-Jean, quartier prioritaire de Villeurbanne. Un territoire de 3500 habitants, coupé du reste de la ville par le périphérique et le canal de Jaunage. Depuis 2018, l'association Le Booster mène ici un projet d'agriculture urbaine dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée. Une ancienne friche industrielle a été reconvertie en culture maraîchère, mais l'arrivée prochaine du tramway va obliger le site de l'Île aux Verts à se délocaliser. Désigné lauréat du programme d'investissement d'avenir et des quartiers fertiles, le Booster a reçu une subvention de 400 000 € pour pérenniser son activité.
On avait une visée de commencer à construire déjà, de réhabiliter cette friche. Donc il y a eu tout un travail d'aménagement, de mise en place de culture hors sol, d'implantation des serres et puis très vite d'une première production. Depuis le démarrage, il y a eu environ 15 salariés. Il y a quand même pas mal de personnes qui avaient touché de près ou loin à l'agriculture ou en tout cas au jardinage. Il faut savoir qu'il y a 10% des habitants de Saint-Jean aujourd'hui qui ont au moins un membre de leur foyer qui travaille pour le projet Territoire Zéro Chômeur. C'est aussi la manière de démontrer que la rénovation urbaine, ce n'est pas juste d'améliorer l'habitat, mais c'est aussi pouvoir changer les conditions de vie. Depuis quelques mois, un espace de vente hebdomadaire a été installé au profit des habitants. Objectif, développer une consommation locale et durable. Alors Emmanuel Bonny, on le voit, à Villeurbanne, vous aussi, vous vous trouviez devant une problématique de friche industrielle sur un terrain de 4000 m², je crois, pollué, situé dans le quartier prioritaire. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est l'intérêt de la ville pour transformer ce lieu qui était plutôt à l'abandon? Oui, alors en fait, effectivement, c'est le projet de l'île au vert, c'était vraiment d'expérimenter la fabrique d'une ville favorable à l'alimentation durable dans un contexte de mutation et de rénovation urbaine. Et c'est né avec l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Donc en collaboration avec l'association qui porte le projet et l'entreprise à but d'emploi qui a été créée et qui est habilitée par la loi pour favoriser l'emploi des personnes sur le quartier. C'est un espace qui est vraiment au service des habitants concernés par la privation durable d'emploi. Et c'est aussi un projet qui s'inscrit au cœur du projet de rénovation urbaine et qui a concrétisé la volonté portée par les élus de développement de l'agriculture urbaine aussi. Donc ça a permis une revalorisation d'un espace qui était pollué, vacant, qui était une décharge avant d'être réutilisé. Et on est dans le cadre d'une occupation temporaire puisque ce tènement va être utilisé par le tracé du tramway à l'horizon 2026. Et c'était aussi un lieu concerné par le projet de rénovation urbaine qui va bientôt démarrer. Mais c'était une friche, donc ça a permis de l'occuper, de tester aussi cette production, cette capacité de production de légumes et de fruits et de compostage aussi sur place. Donc ça a été une action qui a été pourvoyeuse d'emplois pour les habitants du quartier dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur. C'est basé sur des circuits courts aussi, donc à la fois les terres qui ont été utilisées, le compost qui a été réalisé, la vente à la cuisine des productions à la cuisine centrale ou au restaurant administratif ou en direct auprès des habitants. Tout ça, c'est vraiment la promotion d'une agriculture et d'une économie la plus courte, la plus en boucle courte possible. Et c'est aussi la promotion d'une alimentation produite avec un cahier des charges bio. Et donc les préceptes de la permaculture, les semences, les engrais, etc. Il n'y a pas de label bio parce qu'on est sur de la culture hors sol en bac du fait de la pollution du terrain. Mais en tout cas, il y a toute la promotion aussi de la biodiversité, de l'alimentation saine et de ces circuits courts. Et puis, c'est une expérimentation qui a été possible aussi, surtout dans le cadre du programme d'investissement d'avenir Ville et territoire durable, donc dans le cadre de l'action Ville durable et solidaire. Eh ben, merci pour toutes ces précisions qui viennent compléter un petit peu la démarche qu'on a pu voir rapidement à travers la vidéo. On aura l'occasion de préciser un peu tous ces points-là avec vous tout à l'heure. Jean Guilloni, pour les communes d'action de cœur de ville, est-ce que ce sont des enjeux un peu similaires, des besoins similaires que vous constatez ? Ils sont très variables. De la même manière qu'on a des villes de 8 000 à 300 000 habitants, et donc voilà, on a des enjeux paysagers qui sont complètement variables.
on a eu des projets de restauration de, on va dire, grands patrimoines paysagers qui étaient souvent liés à des grands patrimoines bâtis. Par exemple, le château des Ducs d'Alençon, l'arsenal de Rochefort, l'arsenal royal de Rochefort, où il y a eu toute une scénarisation, un parcours paysager qui a été financé dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. On a aussi souvent des projets comme celui de Niort, sur lequel on reviendra, qui sont représentatifs d'une forte transversalité en fait des projets urbains. C'est-à-dire qu'on a du patrimoine industriel, on a de la berge et du fleuve qu'il faut reconquérir, on a du lien social à refaire, on a un besoin d'attractivité qui va passer par l'image que va donner ce même patrimoine paysager. Bref. Et donc souvent, le patrimoine bâti va devenir un support du patrimoine paysager, le patrimoine industriel en particulier. Nous, on est heureux de ça. C'est le cas à Châtellerault, par exemple, avec la l'ancienne manufacture d'armes de Châtellerault. Hein. On est dans des cas très classiques, là. C'est le cas avec la friche Carterin à Guebwiller, une petite ville dans le Grand Est. Voilà, on a de nombreuses anciennes friches industrielles comme ça qui vont servir aussi de support et qu'on accompagne. Et puis, c'est le cas également, je le disais, en entrée de ville, hein, on a déjà des premiers projets, par exemple à Rion. À Rion dans le Puy-de-Dôme où la France, vous le savez, a été très mauvaise sur ce sujet des entrées de ville par rapport au reste de l'Europe en particulier. Des grands architectes comme David Mangin ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu le Télérama, la France moche, qu'on connaît tous, qui a fait date en 2005. Donc c'est un sujet complexe et lourd juridiquement, mais ça y est, il y a des missions en cours pour commencer à retraiter, ce qui est très difficile, l'aspect à la fois visuel, mais aussi le parcours, l'usage de ces entrées de ville un peu complexes. Et puis, enfin, le paysage est aussi, on l'a beaucoup vu dans l'exemple de Villeurbanne, un support de transition. Un support de lien social, un support de transition sociale, un support de travail sur la santé environnementale, sur le rapport à l'alimentation. Et nous, on a des projets, par exemple, à Bourg-de-Péage, qui est une petite ville à côté de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, un projet porté par un centre communal d'action sociale. Justement, hein, on est loin là des aménageurs, mais d'un jardin thérapeutique intergénérationnel. Donc là, on va changer le paysage urbain de la ville, on va faire beaucoup de liens sociaux, et puis il va y avoir un enjeu de santé environnementale. Donc voilà, ça couvre des enjeux très 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 larges. Il y a encore quelques obstacles, bien sûr, ou quelques défis. Celui de la cohérence dont je parlais, c'est-à-dire ne pas défaire dans un quartier ce qu'on fait dans l'autre. Voilà, ne pas avoir moins d'ambition dans un quartier que dans un autre. Et puis trouver des modèles économiques, parce qu'on est sur des sujets, on en parlera sans doute après, ou on le verra dans les exemples, où c'est difficile parce que le paysage, ça parle pas, c'est pas rentable, c'est pas... Enfin voilà, donc c'est difficile d'arriver à trouver une valorisation de ce que nous apporte la nature, ça c'est un sujet beaucoup plus large, et puis de trouver des modèles économiques pour financer ces projets paysagers. On abordera ce point tout à l'heure. Est-ce que vous avez une réaction du côté d'Intercommunalité de France ou de la Fondation du patrimoine sur ce qui vient d'être présenté, notamment à Villeurbanne, Niort Alors, moi, je dirais simplement que dans les deux cas, ce qui est extrêmement intéressant, enfin même les trois cas que vous avez présentés, avec Bénévent. C'est la mobilisation de la population locale et des élus. Parce que tout projet d'aménagement du territoire, à la fois de protection, de valorisation des paysages ou du patrimoine bâti, que la Fondation accompagne dans un certain nombre de communes, ça repose sur de la volonté, sur de la mobilisation citoyenne. Et donc ça montre quelque part, dans un contexte où parfois on a le sentiment que les choses n'avancent pas ou que tout va mal, qu'il y a des possibilités, qu'il y a des solutions et qu'il suffit de mobiliser les bons acteurs. Il y en a un certain nombre autour de cette table et les programmes de la NCT participent à cela évidemment. La Fondation du patrimoine à sa place essaie aussi d'y participer. Il y a des solutions, on peut trouver des financements pour améliorer le cadre de vie et ça me permet de faire une transition sur un des sujets qui a été abordé, c'est l'attractivité. Quand on restaure du patrimoine, quand on améliore le cadre de vie des habitants dans une ville, ça génère de l'activité économique, ça renforce l'attractivité d'un territoire, c'est quelque chose de très positif et donc à mon sens, en tout cas à la Fondation du patrimoine, on pousse un certain nombre d'élus à se lancer dans ces projets de restauration, même si parfois ça coûte de l'argent, c'est un investissement de départ, mais c'est un investissement qui est rentable. On l'a fait mesurer, en tout cas pour l'activité de la Fondation du patrimoine, on a fait mesurer qu'un euro apporté par la Fondation du patrimoine générait 21 € de retombées économiques, directes, indirectes et induites.
oui, le levier bénéfice, évident, le levier évident auquel on pense tous, c'est le tourisme, bien sûr. Mais vous avez aussi des entreprises locales qui participent à des chantiers. C'est de l'activité économique qui est générée. On prenait l'exemple de ce marché, enfin, de la vente des produits à Villeurbanne. Mais là aussi, quand vous avez des touristes qui viennent, l'activité économique qui est générée, elle est positive pour un territoire. Et cette activité, elle est extrêmement locale. Donc, participer, se lancer dans des projets de restauration, que ce soit de patrimoine paysager ou de patrimoine bâti, c'est efficace, rentable et ça fédère la population. C'est bénéfique pour le territoire. Absolument. Très bien, merci. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette émission. Avant de prendre tout à l'heure vos questions par chat, nous arrivons à la séquence en pratique. Alors, mesdames, messieurs, on voit tout l'intérêt. Vous avez bien pointé les enjeux, mais aussi l'intérêt final de s'investir dans une approche paysagère. Comment fait-on pour revaloriser son patrimoine paysager? Comment fait-on pour intégrer une démarche paysagère à ces projets de développement local? À la Fondation du patrimoine Alexandre Djouglaris, est-ce que vous pouvez nous exposer un peu plus votre manière d'accompagner les collectivités sur ces enjeux, sur ces chantiers, sur ces défis aussi, et comment nous indiquer comment vous les incitez à prendre en compte le paysage dans leur projet de territoire? Alors, l'accompagnement qu'on peut observer, en tout cas ce que l'on peut faire à la Fondation auprès des élus, il est de deux types. Vous avez des soutiens financiers, bien évidemment, sur lesquels je reviendrai, mais le premier, en tout cas parfois le déclencheur, c'est un soutien, un accompagnement humain. Et cet accompagnement, ce rôle, on va dire, de conseil que la Fondation, que les bénévoles de la Fondation peuvent mettre en place un peu partout en France. On a un peu plus de 800 bénévoles qui sont répartis un peu partout en France et qui ont souvent ce rôle de conseil, d'accompagnateur d'élus locaux dans leurs projets d'aménagement, de restauration de patrimoine bâti ou de patrimoine naturel. Donc c'est eux qui sont sollicités par des collectivités, formulent des conseils, des observations, et puis puisque c'est notre mission principale, c'est d'aller mobiliser des fonds privés majoritairement et aussi un peu de fonds publics, des fonds qui permettent de cofinancer des projets. Et l'un des outils qu'on essaye de mobiliser en premier, je dirais, c'est de la collecte de dons de particuliers. Alors, vous allez me dire, sur des chantiers qui coûtent très cher, pourquoi lancer une collecte? En fait, ça rejoint toute la thématique qu'on a abordée précédemment, celle de la mobilisation de la population locale. Un élu qui veut restaurer un bien patrimonial, s'il lance une collecte, la mobilisation populaire, la mobilisation citoyenne, elle peut passer par cette collecte de dons pour entraîner la population, pour faire un effet de levier, et puis c'est aussi un moyen de montrer à d'autres financiers, privés ou publics, que la population locale soutient le projet. Donc ça, c'est un outil pour nous financier qui est important, qui n'est pas le plus important parfois pour financer le projet, mais qui fédère, qui fédère la population et qui montre l'effet d'entraînement qu'il peut y avoir. Les autres leviers qu'on peut mobiliser, sans entrer dans trop de détails, vous avez évidemment le mécénat d'entreprise. Aujourd'hui, on est dans une période qui est favorable au mécénat en matière de patrimoine, et donc il faut continuer à accélérer, à mobiliser des entreprises qui veulent agir, parce que finalement, investir dans le patrimoine, c'est aussi répondre à trois enjeux de la responsabilité sociale des entreprises, dont on parle beaucoup, puisque vous agissez sur des territoires, vous agissez en faveur de l'environnement, et puis vous agissez pour le patrimoine, donc l'histoire, la transmission, tout ce qui peut avoir un lien avec une identité locale, au sens positif du terme. Et donc, on essaye de mobiliser des entreprises pour financer des projets. Et puis après, vous avez un outil qui est assez connu, qui est l'auto du patrimoine, avec la mission confiée par le président de la République à Stéphane Bern. Et là aussi, c'est un levier grâce aux joueurs, grâce au loto du patrimoine. Ce sont des fonds supplémentaires qui sont mobilisés pour financer des projets de restauration. Je rappelle qu'il y en a au moins un par département qui est sélectionné chaque année. Donc, ce sont des projets essentiellement ruraux qui visent du patrimoine non protégé, majoritairement. Donc voilà, on est capable de mobiliser des fonds pour soutenir des projets importants qui sont utiles au territoire. D'accord. Et alors, une collectivité qui veut se rapprocher de vous, vous impliquer, vous consulter, comment est-ce qu'elle doit procéder?
Alors on est une organisation très décentralisée et donc l'objectif c'est d'aller rencontrer nos délégués de terrain, délégués de pays, délégués départementaux, délégués régionaux. On a aussi une équipe de salariés un peu partout en France qui sont les interlocuteurs privilégiés de toutes ces collectivités. Alors on n'a pas des moyens humains, j'allais dire, considérables, donc on a aussi mis en place un autre outil qui est on appelait ça le portail du patrimoine. L'objectif de ce dispositif numérique est assez simple. On est parti du constat que beaucoup de collectivités, et surtout les petites communes rurales qu'on a l'habitude d'accompagner, n'ont pas toujours l'ingénierie pour supporter, pour se lancer dans des grands projets de restauration, ou même des petits, parce que ne sachant pas comment faire, vers qui se tourner, comment financer un projet. Partant de ce constat-là, on a souhaité créer une plateforme numérique qui s'appelle portailpatrimoine.fr et qui s'adresse à tous ces élus, ces porteurs de projets, et des porteurs de projets privés aussi, des particuliers qui peuvent avoir un projet patrimonial, peuvent se rendre sur cette plateforme qui est assez nouvelle et qui va être enrichie très régulièrement de témoignages comme ceux qu'on a pu voir dans vos reportages, pour que ça fasse un déclencheur, qu'on se dise, en allant sur cette plateforme, je me rends compte que c'est pas si compliqué, qu'il y a que d'autres l'ont fait, qu'il y a quelques bons exemples, et comme ceux que vous avez montrés, que c'est possible et qu'il suffit parfois de peu de choses, parfois un peu d'aide de la fondation, ça peut déclencher d'autres subventions, ça peut lancer un projet, en tout cas que c'est faisable, et si ce portail peut être un complément par rapport à ce que font nos délégués de pays, nos délégués de terrain, on aura fait œuvre utile, je crois, au service du patrimoine et des paysages. Merci. Alors on va revenir du côté des collectivités à Niort. Madame Thibault, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous avez procédé? Je vais diffuser quelques photos de Niort pendant que vous nous expliquez comment la ville, comment votre collectivité a procédé pour conduire toute cette démarche. Bien, tout d'abord, une acquisition de cette friche industrielle en cœur de ville, il y a de longue date. Une première étape de préservation du patrimoine, puisque c'est vrai qu'il fallait prendre le temps de savoir ce qu'il allait en être fait. En 2014, le sujet est embarqué pleinement, mais avec l'intention finale était bien posée, mais l'idée d'y aller pas à pas. C'est-à-dire qu'une friche quand même de 2,5 hectares avec tous ses abords, polluée, en site de protection d'inondabilité, etc., la barre était haute. Donc il a été décidé assez vite d'y aller pas à pas, paradoxalement. Mais c'est ce qui nous a permis finalement de tenir un calendrier. C'est ce qui est assez remarquable, me semble-t-il, aussi dans la démarche. Donc tout d'abord, la réhabilitation du bief, du moulin, permettant de limiter les embâcles qui étaient là, qui étaient très présents. En même temps, nous avons mené un concours d'architecture. Et je crois que tout était piloté par la ville. Nous n'avons eu recours à aucune AMO. Tout a été fait en interne. Une maîtrise totale, parce qu'il y avait peut-être que c'est lié à ce patrimoine qui est emblématique de la ville de Niort. C'est le fleuron de l'histoire, la chamoiserie de Niort. Donc peut-être qu'il y avait cette espèce d'âme qui était là et que personne n'a voulu se déposséder, y compris peut-être dans la construction elle-même du projet. Donc un concours mené en parallèle de la réhabilitation du bief, qui a fait lui-même une consultation de maîtrise d'œuvre. Le concours a donné lieu à une équipe de maîtrise d'œuvre. Il y a eu une osmose entre l'équipe de maîtrise d'œuvre, je pense, et ce projet-là, ce qui a permis de continuer à aller pas à pas. Dans le périmètre du concours lui-même, il y a eu une grosse réflexion au départ pour ne pas forcément tout mettre dans le périmètre du concours. Parce qu'il y avait des choses, on ne savait pas encore trop quoi en faire, la fabrique et la maison patronale. Donc finalement, on a quand même tout engagé. Et la fabrique et la maison patronale, qui étaient des lieux emblématiques aussi, ont donné lieu à une autre consultation de maîtrise d'œuvre un peu plus tard. Ça donnait lieu aussi à des appels à manifestation d'intérêt et des appels à projets pour ceux qui allaient faire vivre après ce site. Donc en fait, ce site a fait l'objet de plusieurs thématiques. Dans le séchoir, qui est le patrimoine emblématique de la chamoiserie, il y a maintenant au rez-de-chaussée l'office de tourisme, avec le comptoir des itinérances, puisque nous sommes à la convergence des grands itinéraires, la vélo française, le parcours fluvial, mais également des balades urbaines. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette convergence. À l'étage, un centre d'interprétation qui permet de découvrir le territoire dans son ensemble. Dans les hangars, ils ont été réinterprétés. Il y a maintenant ce qu'on appelle un café végétal avec des expositions d'art contemporain, un lieu ouvert, chargé d'animation, très intéressant. Et puis la fabrique et la maison patronale qui sont en cours. Là, la maîtrise d'œuvre a été désignée et qui va faire l'objet, d'un restaurant bistronomique et puis de tiers-lieux et d'animation liés à l'environnement, justement. D'accord. Vous voyez, c'est un lieu qui est ample. Riche.
qui est riche. Et en parallèle, l'IBSN que je voulais évoquer a mis en place donc la mise en tourisme de la Sèvre niortaise, la création de la capitainerie, la restructuration du port. Donc en fait, c'est un ensemble de partenariats qui est venu se converger. Vous avez parlé de transversalité, là je pense qu'on est en plein dedans, avec une convergence de calendrier quelque part. Et on voit que ça a commencé en 2014-2015 et que c'est en train d'être livré. Donc finalement, voilà, c'est plutôt une grande réussite. Mais très bien. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les appuis financiers, les aides dont vous avez bénéficié pour conduire ce vaste projet ? Alors là, je rejoins des difficultés mentionnées par M. Guilloni, c'est-à-dire que le projet est aujourd'hui à peu près à 22,5 millions, tout confondu, avec 6,5 millions de financement. Donc on pourrait prétendre plus, parce que le reste à charge de la collectivité est quand même de 75%. Donc ça montre à quel point il y avait une intention de faire. Et que le résultat, il n'est pas que financier. Je disais, retournement d'image, etc. Et qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on évalue dans ce type de projet, c'est quelque chose aussi qui mérite d'être observé. Donc, on a eu des financements du département classique, du financement de l'État qui est intervenu, deuxième financeur le plus important sur ce projet, au niveau du territoire en énergie positive, au niveau du FNADT, de la DSIL, et puis dernièrement du fonds Friche. Pour justement la fabrique et la maison patronale. Je pense que ce projet aurait été observé autrement par le fonds Friche. Il n'existait pas à l'époque. Vous étiez précurseur. Je dirais que ça, c'est des choses qui aussi viennent apporter un regard outre sur les projets. On n'est pas dans la contractualisation classique. On est vraiment dans le rapport à c'est quoi la difficulté du projet. Et jusqu'à présent, nous, on était vraiment dans un format classique du projet. Et c'est vrai, quand on sort des fourches codines, ou qu'on essaie d'être un peu en avance sur son temps pour mener à bien des projets, eh ben, on ne retrouve pas les contractualisations qui sont forcément en face. C'est les difficultés, je pense, des villes moyennes. Et puis après aussi, il y a 4 maîtrises d'ouvrage différentes. Puisque nous avons une délégation de maîtrise d'ouvrage pour justement l'espace de découverte du patrimoine par la communauté d'agglomération de Niort, l'office de tourisme qui a aménagé les espaces, un aménageur privé bientôt pour la fabrique et la maison patronale, voilà, donc, et puis la ville de Niort bien évidemment. Donc il y a aussi cette combinaison maîtrise d'ouvrage, multifinanceur, multiprojet, multicalendrier, multiconsultation, et tout ça mené dans un temps... mais ça a permis à chaque fois de se forger des convictions. Les îles ont porté pleinement ce projet, notamment évidemment le maire de Niort. Et voilà, ça a permis d'être là où nous en sommes aujourd'hui. C'est un beau projet. Je crois que dans les investisseurs, vous avez parlé de la collectivité, bien sûr, de l'implication de l'État. Vous avez aussi des aides de l'Union européenne, des fonds européens, et puis aussi des fonds de l'ADEME. Pour quel volet ? Alors pour le volet, il y a eu un des jardins, parce que l'espace est composé de 6 jardins différents, avec des ambiances différentes. Le jardin de la maison patronale a été préservé dans sa biodiversité. Et donc en fait, le maintien et la restauration de ce milieu-là a permis de disposer de financement. Et on a disposé de financement dans la restructuration des bassins de décantation des pots. On le voit sur une des images, qui aujourd'hui sert de démonstration de plantes aquatiques, notamment celle du marais. Et là, il a fallu dépolluer. C'était pollué, mais très, très en profondeur. D'ailleurs, ça polluait également la Sèvre, parce que c'était en fait des bacs de déchets depuis des siècles. Et ça a permis en même temps de restaurer ce patrimoine qui, au départ, c'est moche, ces bacs de décantation en béton. Et en fait, non, on les a remis on les a régénérés dans une modernité. C'est le réemploi. Le réemploi, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Faire du paysage, c'est pas faire tabula rasa. C'est justement comment on accompagne, qu'est-ce qu'on préserve. On a démoli juste ce qui était nécessaire, mais en même temps démolir pour permettre aussi d'être inondé. L'hiver dernier, par ailleurs, c'est venu lécher les bâtiments parce qu'on a créé une berge douce. L'équipe de maîtrise d'œuvre avait cette idée géniale de créer une berge douce qui permet d'avoir un rapport doux à l'eau et pas faire un quai. Et donc, l'eau se déverse l'hiver. Donc, on permet aussi à l'eau de prendre sa place. Sans inonder la ville. Ça fait partie des différents éléments. C'est-à-dire les vases d'expansion, il faut pouvoir les permettre et les accepter. Donc là, en fait, ça a été permis. Avant, on avait un mur branché de l'entreprise qui fermait le site. D'ailleurs, on ne voyait pas, on ne voyait rien. Et aujourd'hui, c'est un espace ouvert où l'eau peut... C'est ça aussi, la biodiversité. C'est permettre que l'espace change. Autoriser les saisonnalités.
Et puis dans les défis climatiques qui s'annoncent à nous, je pense que c'est une chose auquel il faut se préserver. C'est aussi le paysage, mais qu'est-ce qui peut permettre dans les défis climatiques qui s'annoncent à nous. Voilà. Donc il y a tout un travail sur ces questions-là. Je pense qu'avec l'équipe Phytolab et Franck Linzy, il y a un travail fin qui a été mené. Et puis ces berges, au contraire, elle était... c'est la douceur, c'est la tranquillité, voilà. Ça donne envie de visiter. Mais bien sûr, vous êtes bienvenue. C'est gentil. Alors, on va passer maintenant à Villeurbanne avec Emmanuel Bonny, qui est en duplex. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous, à Villeurbanne, comment la ville s'est impliquée dans le projet ? Alors, dans un premier champ, c'est le soutien à l'expérimentation territoire zéro chômeur, puisque cet îlot vert a été identifié comme une des activités utiles au territoire sur le quartier. Elle l'a soutenu et elle soutient aussi sur l'investissement et puis sur la recherche de nouveaux sites d'implantation. Et là-dessus, il y a un autre soutien très important qui est celui de la métropole de Lyon, qui était propriétaire de la parcelle sur laquelle l'expérimentation a été débutée et qui mettra aussi à disposition les sites de relocalisation dont la faisabilité est en cours d'étude, et puis qui aide aussi sur le fonctionnement et l'investissement. Très bien. Et le fait que ce projet ait été labellisé quartier fertile, qu'est-ce que ça vous a apporté, à vous la ville, au quartier? Et on parlait tout à l'heure de l'implication des habitants. Qu'est-ce que ça a modifié, changé pour les habitants aussi? Alors, c'est tout nouveau, cette labellisation, elle est toute nouvelle. Elle est sur la base d'un projet de développement de cette activité. Donc, au-delà, bien sûr, de l'aide financière qui est amené, ça va permettre de développer les capacités productives d'une part, de développer aussi un tiers-lieu vert qui a été esquissé dans les 3 années qui se sont écoulées, mais qui a vraiment vocation à devenir un lieu d'accueil, d'animation, de sensibilisation et de formation sur les thèmes de l'alimentation, de l'agriculture urbaine, de la protection de l'environnement. Il y aura un jardin pédagogique, et puis il y aura aussi un point d'accueil et de lien social autour de la biodiversité, et puis un point de vente des productions maraîchères qui sera un peu plus visible. C'est des choses qui ont été esquissées dans la première partie, mais qui avaient été un peu stoppées par les limites des mesures sanitaires liées au Covid sur les actions collectives, etc. Mais ça, c'est des pistes qu'on a bien en tête avec l'association Le Booster, qui est le porteur du projet. Et puis sur ce que ça amène aux habitants, alors il y a cette dimension de lien social qu'on va développer, et de plus grande visibilité de cette action, et de passerelle qu'elle permettra d'être aussi pour les habitants qui sont déjà sur le quartier, mais aussi ceux qui à terme y viendront dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Mais d'ores et déjà, pour les salariés qui ont participé à cette action, il y avait une dimension de transmission des compétences, de valorisation de leurs compétences aussi, et de leur savoir, qui a été importante sur la réalisation concrète des bacs pour la culture hors sol. Mais ça a aussi permis l'acquisition de nouvelles compétences qui ont été amenées par la facilitatrice de cette activité, un ingénieur agronome, sur le champ de la gestion de la biodiversité au service des cultures, de la permaculture. Tout ça, c'est la valorisation de toute cette dimension d'herbes folles, de valeurs de la nature non cultivée aussi, pour améliorer les cultures et se servir de toute la biodiversité des pollinisateurs, etc. Tout ça, c'est des champs qui ont été vraiment appréciés par les gens qui ont travaillé. Et puis sur un autre point aussi, c'est une visibilité positive du quartier et de ses capacités d'innovation qui ont été d'ores et déjà mises en œuvre par des gens qui sont habitants et habitantes du quartier. Tout à l'heure, pour Niort, de changement d'image, donc là aussi, ça contribue au changement d'image d'un quartier, cette dynamique. Tout à fait.
Alors maintenant, on va se tourner vers la ANCT parce que de notre côté aussi, on propose notamment des partenariats qui sont noués, on l'a dit tout à l'heure, avec Petite Cité de Caractère, avec la Fondation du Patrimoine, par exemple. Jean, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment le programme Action Cœur de Ville encourage cette approche dans les 234 communes du programme? Oui, bien sûr. Alors de diverses manières. La première, c'est d'accompagner avec concrètement de l'ingénierie et de l'expertise. C'est de faire en sorte que les villes moyennes bénéficient, elles aussi, du meilleur, donc d'une maîtrise d'œuvre excellente, d'équipes de paysagistes et d'experts écologues, environnementalistes, etc. On le fait de plusieurs manières. Il y a des missions qui sont concrètement financées par des partenaires financiers du programme Action Cœur de Ville, la Caisse des dépôts, sur toutes les questions de la transition écologique et de la nature en ville pour aller se déployer auprès des villes. Il y a des démarches qu'on a lancées, comme Réinventons nos cœurs de ville, une consultation nationale où chaque ville peut lancer son petit appel à projet Réinventons sur un site emblématique sur lequel nous on fait le travail pour essayer d'y amener des équipes qui répondent, de programmistes, d'urbanistes, d'architectes, qui sont souvent essentiels, hein, on l'a entendu avec Niort, pour garantir à la fois l'ambition, la qualité et la durabilité du projet. Donc la première chose, c'est l'ingénierie. La seconde, bien sûr, c'est un accompagnement financier. Alors là, il y a deux volets. Globalement, hors du bâti, c'est-à-dire sur l'espace public, dans l'aménagement extérieur. Comme je le disais, là, on atterrit sur un domaine d'intérêt général lourd, et donc ce sont les collectivités, d'abord, on l'a vu dans le plan de financement de Niort, et ensuite l'État, donc nous, avec des dotations classiques d'investissement qui sont à la main des préfets, qui vont accompagner les réfections des berges, les travaux lourds de réfection des berges, d'aménagement de parvis. Il y a un nombre de parvis aujourd'hui ou d'esplanades en France qui sont à requalifier pour préserver ou pour retrouver des qualités paysagères, parce que le Fordisme est passé par là, c'était devenu d'immenses parkings, ou alors parce que c'est devenu très complexe, au contraire, d'accès. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles ça va être les collectivités en couple avec nous, l'État, sur des dotations classiques. Et ensuite, quand il y a du patrimoine bâti, quand vous avez des bâtiments à requalifier, là il y a l'offre classique Action Cœur de Ville, c'est-à-dire de la Caisse des dépôts, du groupe Action Logement et puis de l'Agence nationale de l'habitat, qui viennent assez largement parfois subvenir en fait de diverses manières, en investissement, en prêt, en subvention aussi, la réhabilitation des espaces bâtis. Il y a des outils qui ont été évoqués comme le fonds friche, très utile pour faire du recyclage urbain, justement. C'est lourd, le recyclage urbain, ça présente des déficits d'opération. On va venir financer les déficits d'opération quand on a fait l'effort d'aller justement là où c'était déjà construit, quand on a fait l'effort d'aller prendre un foncier complexe, une friche, pour la requalifier. Et puis enfin, effectivement, on a des petites initiatives partenariales qui viennent aider et aiguillonner un petit peu. Par exemple, un partenariat avec Valor, qui nous permet, Valor organise... qui représente la filière des paysagistes, des entreprises du paysage, organise chaque année des victoires du paysage, et donc notre partenariat a permis de créer une remise de prix pour les villes Action Cœur de Ville, pour les villes moyennes du programme Action Cœur de Ville, et ça permet d'avoir un petit peu d'attractivité, comme on le disait, sur des projets qui ont été emblématiques et qui ont été menés à bien. Et puis, peut-être en conclusion, on est à une phase charnière, nous, c'est-à-dire que le programme, dans sa première phase, est en train de se terminer. Le président de la République a annoncé en septembre dernier qu'il serait reconduit jusqu'en 2026. On est en train, avec une très large équipe et sur la base de contributions de toute la France, de toutes les collectivités locales, de toutes les fédérations socio-professionnelles, de tous les acteurs qui ont contribué jusqu'à présent au programme, d'essayer de le préfigurer. Et cette dimension paysagère, elle s'y retrouvera très largement à travers des choses un peu plus larges, mais par exemple, il va y avoir sans doute un volet très important consacré à la nature en ville, c'est un besoin identifié par les élus, et un volet consacré aussi à la sobriété foncière, qui fait qu'on va davantage faire des choses sur des fonciers complexes, comme je le disais. Et donc, à travers ces deux volets, on va sans doute investir et continuer à soutenir les projets qui valorisent ce patrimoine paysager. Merci pour ces précisions, merci pour vos éclairages.
Au passage, avant de passer à l'échange de questions-réponses qui nous ont été envoyées par chat, je vous signale un petit outil très utile qui a été déployé conçu par notre partenaire, le CEREMA. Il a été développé à l'origine pour la ville de Metz, mais aujourd'hui, il est ouvert à absolument toutes les collectivités. Alors, je vais vous diffuser un petit slide. Ça s'appelle Sésame. Sésame pour service écosystémique rendu par les arbres, modulés selon l'essence. Alors dit comme ça n'a pas l'air très simple, mais en fait le but c'est d'aider les collectivités à choisir la bonne essence d'arbres pour revégétaliser leur ville, parce que l'idée c'est de prendre des espèces qui sont bien adaptées au milieu urbain. Le but c'est de faire face aux îlots de chaleur, de faire face au dérèglement climatique et à la pollution en ville. Hein. Voilà. Alors voilà, on explique un petit peu. La ville de Metz est partie à demander une étude au CEREMA qui a d'abord travaillé sur 85 espèces d'arbres possibles avec des qualités différentes. Certains absorbent les polluants gazeux, les autres permettent de fixer les particules fines. Enfin voilà, les arbres ont des qualités différentes selon leurs espèces. Et aujourd'hui, le CEREMA ambitionne d'aller plus loin, d'analyser le service rendu par 300 espèces différentes. Et tout ça, bien, c'est un petit outil qui est à la disposition des collectivités sur le site du CEREMA. Ou si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez contacter sésame@cerema.fr. Voilà, après tous ces échanges d'expériences, de savoir-faire, de pratique, nous arrivons à notre séquence de questions-réponses et on va pouvoir, avec nos invités, répondre à quelques-unes de vos interrogations. Alors, toute première question qui nous est arrivée, on parlait de l'artificialisation des sols. La question, l'application du ZAN zéro artificialisation nette ne va-t-il pas s'opposer à la notion de paysage, tout du moins en ville, notamment du fait de la densification urbaine? Est-ce que à la Fondation du patrimoine, vous avez une réponse? Alors, je ne sais pas si je répondrai directement à cette question de la bonne manière, en tout cas pour votre interlocuteur. Je vous dirais que, en tout cas, ce que nous prenons à la Fondation du patrimoine dans le cadre d'une réflexion qui est de préservation de l'écosystème, de la planète, de tous les enjeux qu'on connaît bien, c'est la reconquête des centres-villes et des centres-bourgs. Et pour ça, il y a un certain nombre de dispositifs. Pour ce qui est de la Fondation du patrimoine, nous avons un dispositif qui est le label de la Fondation du patrimoine, qui s'adresse à des propriétaires privés qui font des travaux de restauration, notamment des éléments extérieurs, avec un mécanisme de défiscalisation. Ça nous semble être l'un des outils, parmi d'autres, on en a cité, d'action et d'initiatives des pouvoirs publics, mais à notre sens, il est préférable de se concentrer sur la reconquête de ces centres-bourgs et ce centre-ville, plutôt que de chercher davantage à construire toujours plus dans les périphéries des villes, parce que ce sont aussi des réservoirs de patrimoine paysager et parfois de patrimoine bâti, on pense au patrimoine industriel, qu'il convient de préserver, d'entretenir et de développer, mais probablement que l'enjeu est davantage aujourd'hui dans les centres-bourgs et centres-villes. D'accord. Est-ce que quelqu'un autour de la table a... Oui, moi je crois qu'il faudra arriver à bien anticiper cette question de pression foncière qui va augmenter dans les espaces urbanisés. L'anticiper, ça voudra dire définir assez clairement des règles qui vont limiter les possibilités de densification. Et surtout, ça c'est un exercice très politique, je crois, de savoir où est-ce qu'on place le curseur sur les possibilités de densification. Ce choix, il est politique. Et après, il y a un accompagnement, un suivi précis de chaque projet. Et je crois qu'effectivement, avec une bonne analyse des caractéristiques paysagères des espaces urbanisés qui doivent être préservés, on doit pouvoir arriver à des densifications qui sont parfois très très réussies, avec des augmentations d'étages à quelques endroits, des fronts urbains un peu mieux structurés. Ça peut être très réussi, ça peut être très qualitatif, mais c'est du travail d'accompagnement et d'anticipation. Jean ? Oui, moi je voudrais faire part d'un petit peu d'optimisme là-dessus peut-être, parce que le ZAN c'est un sujet qui inquiète beaucoup les élus, qui vient venir percuter des modèles quand on est maire rural ou quand on est agriculteur et qu'on avait fondé son avenir sur effectivement des droits à bâtir. Ça, c'est des sujets qu'il faudra effectivement voir de façon très sensible et à mon avis très décentralisée. Sur le sujet des centres-villes en revanche, et donc de la densité qui a été évoquée par la personne qui a posé la question, je pense qu'on part avec beaucoup de marge. Il faut rappeler que la vacance de logement,
la vacance de commerce, la vacance de patrimoine, la vacance de bureau augmente. Toutes les vacances augmentent en France. Donc je pense qu'avant de penser que ça va nous conduire à artificialiser le moindre îlot en centre-ville, il faut penser qu'il y a le recyclage urbain qui est là, il est très coûteux. Ça en revanche, ça veut dire qu'il faut que les pouvoirs publics suivent, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les moyens aussi de le rendre intéressant pour les acteurs privés, c'est-à-dire trouver des modèles économiques. Mais en revanche, je ne pense pas que ça contribue à ça, puisque au contraire, on a en même temps que le ZAN, et ça peut paraître effectivement une équation difficile, mais en fait je ne pense pas, on a en même temps que le zéro artificialisation net, des aspirations très fortes de nature en ville, de davantage d'aménités, qu'on a vécu en post-Covid de façon énorme. C'est-à-dire que les gens souhaitent et ont besoin, et on le sait qu'en plus on en a besoin pour des raisons climatiques, on en a besoin pour des raisons de santé et de santé environnementale. L'OMS a montré que si on est à plus de X mètres d'un parc, en fait, on perd de la santé par rapport aux autres. Je pense qu'au contraire, le sujet nature en ville pris dans sa globalité, il va amener à préserver la nature lorsqu'elle est en ville et à dire on va se concentrer justement sur le recyclage. En fait, on va enfin faire ce qu'on a fait sur les produits marchands depuis les années 90 et on va le faire sur la ville. La ville a un cycle de vie, on va se mettre à la recycler sur elle-même. Voilà, je pense que c'est ça l'optimisme qu'il faut avoir sur cette question. Et je crois même qu'on peut ajouter que c'est c'est aussi un formidable levier pour redynamiser les cœurs de bourg, faire revenir du commerce et permettre d'avoir des nouvelles solutions de mobilité partagée, des transports en commun. Cette dynamisation des cœurs de bourg, par ce réinvestissement, c'est une belle opportunité que nous offre le ZAN aussi. Nelly Thibault, vous vouliez réagir ? Oui, s'ajouter à propos, je pense que cela suppose une ingénierie de qualité, une démarche architecturale et paysagère avec des équipes ad hoc que l'on permet de mettre en place aussi. Donc ça suppose une ingénierie de qualité. Moi, ça ne s'oppose pas, c'est vrai, justement. Donc cette combinaison d'action et d'ingénierie va être précieuse demain. Ce n'est pas faire de la densification, c'est pas rogner le patrimoine, c'est peut-être le remettre en scène d'une manière différente. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec Port-Boileau. Donc c'est une acceptabilité de la modification. Donc c'est vraiment un travail d'ingénierie, peut-être aussi avec les ABF, et que c'est toujours quelque chose aussi qui revient dans les centres-villes. Je ne sais pas, vous n'avez pas abordé le sujet, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Donc tout le monde doit se mettre autour de la table. C'est pas le paysage contre la densification. C'est une autre manière plus complexe de voir les choses et pour lesquelles il faut s'atteler. Je pense que le projet de Niort en était formait une réponse. On a un projet, on est en centre-ville, il était déjà artificialisé en partie. On fait de la ville sur la ville, c'est-à-dire en fait on respecte, on fait du ZAN, et en même temps on voit bien qu'à la fin c'est un projet paysager. C'est un projet qui même améliore la qualité paysagère, qui améliore la biodiversité, qui améliore la nature en ville. Alors là justement il y a une question qui vous interpelle directement, Villeurbanne et Niort. Je vais commencer par Niort. Villeurbanne, vous nous ferez signe si vous voulez préciser des choses. La question est là, au-delà des résultats d'amélioration paysagère fort louables, en quoi les méthodes mises en œuvre à Niort ou Villeurbanne ont-elles été guidées par une démarche paysagère en comparaison avec d'autres actions de revitalisation? C'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est qu'il y avait déjà une expérimentation, plus qu'une expérimentation, un projet d'amplitude qui avait été mené à Niort, le projet de piétonisation et de requalification de la place de la Brèche, qui était un parking de 1000 places, qui s'est transformé en un vaste jardin, 6 hectares en plein centre-ville, et la température a baissé de 7 degrés l'été. Donc là, de toute façon, c'était facile. On avait travaillé avec Valor, par ailleurs. Et donc, c'était facile de dire il faut continuer cette démarche. Et puis, le parc naturel urbain que l'on souhaite mettre en place sur tout le corridor de la Sèvre qui passe de part en part dans le centre-ville, c'est un courant d'air frais qu'il faut cultiver. Et donc, désimperméabiliser, restituer une friche industrielle qui était complètement aride, un espace vert, contribue à cette démarche. Et en même temps, on restructure des patrimoines qui étaient vacants en de l'activité, en du service à la population. Mais d'activité plurielle, c'était pas monolithique. Donc voilà, tout est une question d'équilibre. Et se servir de ce qui est à disposition aussi dans les villes, mais pour ça, il faut bien la regarder. Voilà, donc c'est créer aussi des courants d'air. Et peut-être que d'avoir fait ça va nous permettre de peut-être mieux densifier ailleurs. C'est pas tout densifié partout, n'importe comment. Voilà. Donc c'est un regard complet sur la ville qu'il convient d'observer. Et donc c'est pour ça que travailler le paysage était la porte d'entrée
pour développer d'autres... Sachant que derrière, le tourisme, l'économie, la culture, elle est embarquée par le sujet. Voilà, oui, c'est global. C'est global. D'accord, on le voit bien dans l'exemple que vous nous avez indiqué, Niort. Autre question, quel accompagnement pour la requalification d'une entrée de petite ville labellisée ville d'art et d'histoire? Est-ce que du côté de la Fondation du patrimoine, vous auriez... C'est pas un dispositif que nous accompagnons, mais en tout cas, je reviens à ça parce que, en fait, en vous écoutant, il y a deux idées. Il y a toujours celle de la mobilisation de la population et de la mobilisation d'une équipe municipale. C'est un point de départ qui est essentiel. Et puis derrière, à mon avis, pour tous ces projets, qu'ils soient patrimoine bâti ou patrimoine paysager, il faut réfléchir à l'usage, à ce qu'on veut en faire, parce que ça rejoint aussi la problématique sur la densification. Qu'est-ce qu'on veut faire de la commune dont on est maire, par exemple, puisqu'il y a un certain nombre d'élus qui nous écoutent. C'est à mon avis le point de départ de tout projet d'aménagement durable, c'est-à-dire que, et j'entends durable au sens écologique du terme, et durable en termes de durabilité dans le temps. Qu'est-ce qu'on veut faire d'un projet d'aménagement? Est-ce qu'on veut y créer des activités économiques, des activités d'accompagnement de la population, y faire revenir, par exemple, des jeunes publics ou des scolaires? Voilà, tout ça, ça se pense dans un projet d'aménagement paysager, parce que c'est pas seulement construire un parc ou un jardin pour faire joli. On l'a bien vu avec ces exemples que vous avez montrés qui sont très forts. Il s'agit de faire revenir la population, de faire revenir de la nature au service de la population. Donc voilà, je pense que c'est pas directement une réponse à cette question spécifique et un dispositif par ailleurs, mais la question de l'usage me paraît absolument déterminante dans tous les projets qui sont à mener par une collectivité. Une dernière question, parce que nous arrivons presque au terme de cette émission. Là, il y a une question assez vaste qui interpelle un peu tout le monde, je pense. À quand un dispositif d'aide pour la mise en œuvre d'une stratégie paysagère par définition transversale? Une vraie belle question. Je pense que justement parce qu'il est transversal, enfin, je veux dire, c'est le patrimoine commun, le paysage. Peut-être encore plus que le patrimoine bâti. Le patrimoine bâti, par définition, il appartient à quelqu'un. Il appartient à la ville, il appartient à un propriétaire privé, il appartient à une entreprise. Le paysage, parce qu'il est la résultante de toutes ces propriétés publiques, privées, etc., et qui dessinent une somme de propriétés, c'est le patrimoine commun. Donc le projet transversal sur le paysage, c'est le projet urbain de la ville. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas s'il y a Intercommunalité de France qui travaille beaucoup sur la planification urbaine. Oui, mais je crois que c'est ce qu'on a un peu entendu avec les différents exemples. C'est que quel que soit l'objectif d'une politique, qui va se traduire par un geste paysager qui va traduire, qui va donner à voir l'intention du projet. Est-ce que c'est un espace public? Et puis de la même façon, quand on veut aménager un espace paysager, ça remporte d'autres... Peut-être pour pas laisser sur sa fin la personne qui a posé cette question, moi ce que je pense, c'est que ce qu'il faut accompagner, donc le projet paysager, c'est celui, à partir du moment où on dit que le paysage c'est la forme urbaine, c'est la forme du territoire, donc le projet paysager c'est le projet urbain et le projet territorial de la ville. En revanche, effectivement, il y a des éléments dans ce projet paysager qu'il va falloir sans doute aller davantage accompagner, davantage financer, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est des choses techniques précises qu'on a du mal à faire ou qu'on ne savait pas faire ou qui manquent de référentiel technique, qui manquent de financement. Je pense à la végétalisation. Comment est-ce qu'on végétalise? Je pense à la renaturation. On parle de renaturation. En fait, le sol n'est pas une carte qu'on retourne. On restaure les fonctions écologiques du sol. On restaure un certain nombre de fonctions écologiques du sol. Comment, etc. Donc ça, je pense que c'est des sujets sur lesquels tous, l'État, les opérateurs publics, les collectivités, sont en train d'avancer tout ensemble pour défricher, c'est un peu le cas de le dire, ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en revanche, c'est pas tant un nouveau dispositif national sur le paysage, à mon avis, qui est nécessaire, qu'une offre d'accompagnement un peu précise sur des savoir-faire qui sont un peu nouveaux. Ouais. Voilà. De nouvelles pratiques. Ouais. D'accord. Messieurs, mesdames, je vous remercie. Notre émission arrive à son terme. Je remercie nos invités. Donc, Emmanuel Bonny, qui est à Villeurbanne. Merci de nous avoir... Duplex, Nelly Thibault pour la ville de Niort, Carole Repars pour Intercommunalité de France, Alexandre Giuglaris de la Fondation du patrimoine,
Jean Guilloni pour l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci aussi à l'équipe technique et au service communication de l'ANCT qui ont préparé cette émission. Nous espérons qu'elle vous a été très utile. En tout cas, si vous avez besoin de la revoir, de partager avec vos services techniques, avec des collègues, sachez qu'elle sera en replay d'ici quelques jours sur ANCTV. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.